Voilà, je crois que je suis revenue. Oui, super. Eh bien, la caméra arrive et en même temps, on est parti pour le live. Du coup, bienvenue à tous à ce nouvel épisode de Chronique de Pro. On vous laisse doucement arriver dans la salle. Comme d'habitude, ceux qui nous connaissent, n'hésitez pas à nous faire un petit message dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Et puis au passage, n'hésitez pas aussi à nous dire d'où vous venez, comme ça on voyage avec vous le temps de ce Chronique de Pro. Super, bonjour Marie-Françoise, Julie. Ça arrive. Vous êtes déjà très très nombreux. Je crois qu'on est sur un record d'inscription pour cet épisode de Chronique de Pro, puisque vous étiez 210 tout à l'heure à 10 heures. Donc c'est super, ça veut dire que c'est une thématique qui vous intéresse et qui sont au cœur de vos problématiques. Bonjour à tous. On a du monde d'un peu partout, puisqu'on a même la Belgique. Ah, je viens de Toulouse. Ah, les Toulousains sont en force. L'île de Ré. Je pense qu'on fait le tour de la Et France. ouais, Metz, la c'est les Creuse, joies. le Cantal. Haute-Vienne, l'Isère, parfait. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes, puis après on attaquera. Bon, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de problème technique. Eh bien, bienvenue donc dans ce 3e épisode de Chronique de Pro. Donc, Chronique de Pro, ce sont des rendez-vous que l'on vous propose tout au long de l'année dans l'objectif de vous inspirer avec le témoignage de professionnels du tourisme sur des sujets qui sont clés pour vos métiers. Pour vous accompagner pendant ce live qui va durer 1 heure et demie grand maximum. Hein. Donc, je suis moi, Samantha de Trajectoire Tourisme. Trajectoire Tourisme qui est l'organisme de formation pour les acteurs du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour m'accompagner, il y a Laure. Laure, je te laisse te présenter. Bonjour, donc moi je suis Laure de la MONA, la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes la fédération des offices de tourisme de la région et nous avons évidemment un organisme de formation, tout comme Trajectoire Tourisme, pour proposer des formations à nos professionnels des offices de tourisme sur toute la région. Voilà. Donc, qui dit épisode 3 dit qu'il y avait d'autres épisodes avant. Donc, en mars, nous parlions de coopération et gouvernance partagée. En mai, on parlait de RSE. Aujourd'hui, donc, on va vous parler de la visite touristique à l'ère 2.0.2.2 avec des professionnels du tourisme qui ont choisi de re-questionner leur visite touristique et d'en proposer de nouvelles. Ces 2 personnes donc qui nous ont rejoints autour de la table, c'est Dominique, Bernédé, pardon, Bernédé, c'est ça? Ah, ton micro est coupé, Oui, Dominique. voilà, Berned Coeman. C'est un petit peu Bernède. compliqué à dire comme ça, mais Voilà, Dominique, tu es guide à l'office de tourisme de Entre-deux-Mers. oui. Bonjour Dominique Bonjour. et Anne Berthe qui est responsable du service des publics au site Le Corbusier à Firminy. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, puisque je vois que la question est déjà posée sur le chat, ce live est bien sûr enregistré comme tous les autres lives et vous recevrez le replay tout de suite après la fin du live. Il sera également accessible sur les sites de Trajectoire Tourisme et de la Mona. Pendant ce live, vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions à nos invités et à nous-mêmes avec Laure. Pour cela, je vous invite, puisque vous êtes très très nombreux, pour toutes vos questions, je vous invite à utiliser l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. On va aussi vous solliciter, vous faire travailler pendant ce live très rapidement et donc il faudra utiliser l'onglet sondage et l'onglet chat, mais je vous le dirai à ce moment-là. Et pour que l'expérience se passe le mieux pour vous, je vous invite à désactiver le son des notifications là avec la cloche qui est en haut à droite de votre écran. Et puis à couper toutes vos autres applications pour être pleinement avec nous pendant ce live.
Eh bien, sans plus attendre, je vais vous poser une première question pour savoir, qui vous êtes derrière votre écran et ce que vous proposez déjà. Avec un premier sondage, si vous travaillez donc, dans un office de tourisme ou pour un site, un musée, heu, est-ce que vous proposez des visites guidées et si oui, quelles sont-elles? Et donc normalement, vous devez voir le sondage qui s'affiche. Donc c'est dans l'onglet «Sondages» et là, vous pouvez choisir, parmi, les différentes, propositions qui sont écrites. Donc, est-ce que c'est de la visite classique, de la visite théâtralisée, nocturne, gamifiée, sensorielle, virtuelle ou géocaching ou autre? N'hésitez pas. Vous pouvez aussi, si c'est autre, nous partager dans le chat. L'idée, voilà, c'est de voir un petit peu, le panorama des visites que vous pouvez déjà proposer. Alors, pour l'instant, on est sur une visite classique. Alors, tout de suite après, on vous expliquera aussi, en tout cas, on fera, une nécessaire introduction sur, les différentes formes de visites guidées qui existent. Il y a aussi pas mal de visites théâtralisées ou comptées, des visites nocturnes et je regarde dans le chat, visites à vélo électrique, des visites à vélo, des visites pour les enfants, sensorielles, des maquettes, visites guidées en podcast. En canoë, visite philo, c'est super, ça nous donne déjà plein d'idées et même à vous. Visite guidée, visite jeu, visite gourmande, de nuit, des rallyes enfants, super. Alors je te laisse, poursuivre avec une belle transition du coup, de toutes ces visites qui sont déjà proposées. Super, merci Samantha. Effectivement, donc bienvenue à tous pour ce webinaire. Alors, l'idée aujourd'hui, ce n'était pas de vous noyer en fait dans des propos. C'est bien de vous présenter un petit peu ce qui se fait sur les territoires avec Anne et Dominique. Cependant, je souhaitais quand même faire un petit propos introductif à la visite guidée pour préciser déjà que ce webinaire ne présente pas on n'est pas là pour présenter une liste exhaustive de toutes les nouvelles tendances de visite et on n'est pas là non plus pour reléguer la visite classique aux bandes de visites has-been ou quoi que ce soit. On est vraiment là pour voir l'ensemble en fait des possibilités et puis pour faire un petit zoom sur deux propositions que nous verrons tout à l'heure donc avec Anne et Dominique qu'on remercie d'ores et déjà. Parce que la visite, on le sait, la visite guidée, est une visite qu'on ne construit pas à la va-vite, qui se réfléchit, qui se pense, qui se construit, qui se travaille, surtout si on veut que la visite guidée soit une visite qui reste pérenne dans le temps et qui plaise à un certain nombre de visiteurs qu'on peut avoir sur son territoire. Alors, pour vous donner un petit peu le cadre, j'ai eu envie simplement de vous donner trois notions en fait, derrière la visite guidée. La première notion qui me vient à l'esprit quand je parle de visite guidée, c'est la notion d'humain en fait. Derrière chaque visite guidée, on va retrouver évidemment de l'humain, même si on le voit, on a une ribambelle de formats en fait possibles, et notamment tous les formats numériques aujourd'hui qu'on peut rencontrer, les visites 3D, etc. On va quand même trouver de l'humain derrière ces visites guidées. Et j'ai juste voulu faire un petit focus en fait sur qui étaient ces humains derrière les visites guidées. Alors j'ai été un petit peu interroger la FNGIC, qui est la Fédération nationale des guides interprètes, et je lui ai par curiosité demandé à la FNGIC combien il y avait de guides sur le territoire. Eh bien en fait, on ne sait pas vraiment en fait combien il y a de guides sur le territoire. Alors je parle de guides cartés, je ne parle pas ici de médiateurs du patrimoine ou de guides non cartés. Non pas que les médiateurs ne soient pas aussi importants en fait, mais aujourd'hui on parle vraiment, on est dans le cadre de la visite avec des guides cartés.
Et la FNGIC m'a donné un ordre de grandeur de 4 à 5 000 guides sur le territoire. Ce qui, au regard du patrimoine finalement français que nous avons, n'est pas si important que ça, puisque voilà, on aurait pu imaginer qu'il y avait un petit peu plus de guides en France. Et d'ailleurs, je pense que j'ai vu quelques chiffres en fait sur Internet en fouillant un petit peu, de chiffres qui étaient plus importants auparavant en fait. Mais aujourd'hui, on estime à peu près à 4 à 5 000 guides. Alors, ça fait partie d'une enquête que j'oublie, c'est dans le chat en fait, qui est une enquête de la FNGIC qui a été réalisée en 2020 par cet organisme-là. Sur l'activité des guides en 2019. Alors évidemment, il serait intéressant de re-regarder post-crise l'état du réseau des guides pour voir comment il a réussi à évoluer par rapport à la situation, puisqu'on le sait quand même que la situation des guides en France a été très très compliquée sur cette période. Alors, les guides, qui sont-ils? J'ai juste un petit peu fouillé, et puis en majorité, les guides sont des femmes. Hein, voilà, je suis désolée, mais je fais un peu la militante sur le coup. Des femmes, et puis la moyenne d'âge est à peu près 46 ans. Alors aujourd'hui, évidemment, on a des formations initiales pour les guides, mais globalement, on a quand même une moyenne d'âge qui est de 46 ans, donc qui est assez importante au regard du nombre de guides. Alors, évidemment, on a des diplômes pour avoir sa carte de guide interprète. Il faut passer, on le disait, la licence de professionnel de guide conférencier ou un diplôme de master avec une validation de 3 unités d'enseignement spécifiques relatifs au sujet. Ça a changé, puisque il y a eu un basculement autour de 2011 et certaines formations ont disparu au profit de ces enseignements-là. Aujourd'hui, on a aussi des CNAM qui enseignent, qui font de l'enseignement. On a aussi des universités qui proposent des diplômes. Voilà, donc on a aujourd'hui une possibilité de travailler dans le métier du guidage. Et évidemment, ensuite, une fois qu'on a passé son diplôme, on bascule sur des statuts. Alors, c'est toujours extrait de l'étude de la FNGIC. Sur un panel de 1358 répondants, vous voyez qu'on a quand même 37% de travailleurs indépendants, 25% de mixtes, c'est-à-dire indépendants et salariés, et on a 36% de salariés exclusivement qu'on va retrouver dans les offices de tourisme, dans les sites touristiques, chez les compagnies d'autocaristes, etc., ce qui n'exclut pas que ces compagnies ou ces entreprises emploient également des indépendants, évidemment. Alors ça, c'était pour vraiment faire un petit focus sur l'humain. On a une autre notion que je voulais aborder, c'était cette variété de formats. Vous l'avez vu en fait dans le chat. Vous avez, alors dans le chat et dans le sondage que Samantha vous a proposé, vous avez une grande diversité de formats possibles dans la visite guidée. Classique, sportive, théâtralisée, gamifiée, virtuelle, décalée, sensorielle, numérique, nature, concert, policière, apéritive et j'en passe. Parce qu'en fait, je ne pourrais pas toutes les citer, tant la variété des formats, et la preuve en est dans le chat, vous avez rajouté plein de choses. Ce qui m'interpelle, c'est les visites philo, que j'avais jamais vues personnellement. Vraiment une diversité très très grande de formats. Nous ne sommes pas là, je vous l'ai dit en propos introductif, pour stigmatiser la visite classique en mettant en avant l'ensemble des autres visites qui existent, mais bien pour dire qu'en fait, tout existe, que tout est possible du moment qu'on a de l'humain, du contenu et d'autres ingrédients derrière que nous aborderons tout à l'heure. Donc voilà, au niveau des formats. Et puis le dernier, avant de laisser la parole, je vous avais fait une petite mosaïque quand même de photos pour justement avoir un petit panorama de ce qui pouvait exister. Et comme je vous le dis, l'exhaustivité est assez difficile à obtenir. Donc voilà, vous pourrez de toute façon, vous aurez le support et le replay. Donc vous pourrez tout re-regarder tranquillement. Dernière petite notion que je voulais aborder en termes de visite guidée, c'est la notion d'expérience. Parce que, à mon sens, la visite guidée doit vraiment répondre à une notion d'expérience. La visite guidée doit être une expérience. Alors, peu importe son format,
peu importe la manière dont elle est délivrée, si elle répond à la clientèle que vous avez en face de vous, elle sera forcément une expérience. Tout dépend de la personne que vous avez vraiment en face de vous. Cette expérience, je vous propose qu'on l'explore en fait, justement, avec Anne et Dominique, sur une première question en fait que je vais vous poser. Alors, je tiens à préciser quand même que Dominique, on la remercie grandement pour cette intervention parce que Dominique, elle n'était pas prévue jusqu'à hier en fait dans ce web séminaire, mais la guide qui devait intervenir, petite pensée pour toi Sophie, si tu nous regardes, à le Covid. Voilà. Et donc, j'ai fait appel à Dominique vraiment au dernier moment. Donc, je vous remercie de votre indulgence sur notre calage du jour. Et voilà. Et Dominique, du coup, et Anne, je vais vous poser une première question en fait sur ces visites guidées. Et j'aimerais savoir en fait, notamment Dominique, si tu veux bien commencer, pourquoi avoir décidé de faire des visites différentes en fait, des visites classiques. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic pour partir dans des visites un petit peu alternatives, que tu nous évoqueras évidemment après? Alors, nous, on appartient au territoire de l'Entre-deux-Mers. C'est une région qui est très vaste, assez diverse, et nous sommes plusieurs à travailler dans le guidage, dans la structure. Et on était sur des visites, j'allais dire, traditionnelles, et on sentait le besoin de faire du neuf, d'essayer pour nous également, c'était important de se redonner de l'énergie, se redonner du positif, se redonner, voilà. Et on a eu la chance de pouvoir participer dans ce cadre-là, dans cette recherche-là, à une formation qu'avait mis la MOPA il y a quelques années, dans les années 2016-2017, qui s'appelait « Réenchanter ses visites guidées ». Et pour nous, on se disait, après tout, pourquoi pas? On a suivi cette formation avec mes collègues, et on a essayé de trouver des éléments qui nous redonnent à nous beaucoup d'énergie dans la création, dans la construction. On est sur un territoire vaste, donc c'était la porte ouverte à tous les possibles quasiment de ce que l'on pouvait imaginer. Et on était suivi complètement par la structure touristique d'Entre-deux-Mers Tourisme. Donc, à partir de là, on a mis en place, grâce à cette formation, tout un tas de visites que l'on a plutôt axées sur la théâtralisation. Donc, c'était pour répondre d'abord à un besoin de la structure de se renouveler et en même temps proposer à une population locale. En fait, on a essayé de chercher à toucher la population locale. Souvent, on les laisse de côté au profit des touristes ou des visiteurs. Et un de nos publics les plus importants, c'est quand même la population locale. Si on habite au sud de l'Entre-deux-Mers et que l'on habite aux portes de Bordeaux, il est clair qu'on peut se transformer en touriste tout en étant la population locale. Donc voilà, en gros, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à l'ensemble de ta question. Juste simplement, justement, est-ce que c'était une volonté de se démarquer par rapport au fait que vous êtes dans l'arrière-pays bordelais et que vous avez la lourde tâche de capter une clientèle qui arrive sur le territoire, qui arrive par Bordeaux souvent en train, etc. Voilà. Oui. Est-ce que ça a été une volonté? Oui, bien sûr, parce que lorsque je parlais de la grandeur de notre territoire, effectivement, on a un bassin de population bordelaise qu'il faut attraper, à qui il faut dire, attendez, vous avez un jardin juste à côté de chez vous, venez visiter ce jardin, on vous propose beaucoup de choses et venez. Donc, effectivement, c'était toucher cette population bordelaise et c'était le faire d'une façon complètement différente, moins traditionnelle. Et c'était effectivement avoir un discours, j'allais dire, peut-être plus moderne, plus réactif, plus passionnel. Voilà, il y a beaucoup de ressenti dans notre démarche à ce moment-là. Merci Dominique. Anne, je peux te laisser la parole pour la même question, le déclic en fait pour vous? Alors, pour nous, en fait, vraiment l'élément qui est important à comprendre pour le site Le Corbusier de Firminy, c'est que touristiquement, c'est un site qui est très jeune, puisque, voilà, comme je l'indique là sur la slide, en fait, le dernier édifice qui a été terminé, c'est l'église Saint-Pierre que vous voyez là et qui a été terminé en 2006, ce qui est quand même très récent.
Et donc, la mise en tourisme elle-même de l'ensemble du site Le Corbusier, elle ne date que de 2008. C'est un site qui a 15 ans à peine. Donc, c'est vraiment très, très jeune et il fallait qu'il se consolide, qu'on en parle tout simplement, que les gens sachent que ça se visite, etc. Donc, vraiment, il y avait ce besoin de s'identifier et de comprendre comment on avait envie de se placer justement dans l'horizon touristique. Et donc, l'élément déclencheur véritablement, en fait, il y en a deux. Il y a tout d'abord le classement UNESCO, puisqu'en fait, l'œuvre de Le Corbusier a été classée en 2016, juillet 2016. Donc là, pareil, hein, c'est assez récent. Et on a la chance donc qu'un de nos bâtiments que vous voyez là, qui est la Maison de la Culture de Firminy, fasse partie de la liste des 17 sites qui ont été classés. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a eu quand même une communication, une image qui s'est renforcée. On a eu aussi une diversification du public, puisque jusque-là, on avait quand même un public qui était plutôt averti, comme c'est un site assez jeune, architecture du XXe siècle. Voilà, c'est quand même un patrimoine qui est assez confidentiel. Et donc, là, grâce à l'UNESCO, on a vu arriver des gens qui avaient entendu parler du site grâce au classement UNESCO ou qui tout simplement avaient vu le panneau sur l'autoroute et qui se sont arrêtés sans savoir vraiment trop ce qu'ils allaient visiter. Donc là, on s'est vraiment dit, bon, il y a un nouveau public qui arrive, il y a un grand public, un public non averti. Et donc, ce public-là, qu'est-ce qu'il va attendre de notre visite et qu'est-ce qu'il faut lui amener, comment il faut lui amener, etc. Et le deuxième élément déclencheur, c'est aussi le fait qu'on va avoir tout simplement un nouveau positionnement qui va se mettre en place grâce justement au label UNESCO, à certaines subventions, à cette idée de définir le site. On a fait appel à un consulting pour pouvoir comprendre quelle était l'image du site, qu'est-ce que ça renvoyait, qu'est-ce que les gens, quelle image ils en avaient quand ils le visitaient, quand ils ne le visitaient pas, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant pour nous parce qu'on a, dans ce cadre de consulting, eu des avis aussi bien de partenaires, mais de gens qui ne connaissent pas trop l'architecture, qui sont tout simplement des usagers. Parce que c'est là aussi une grande particularité du site, c'est que ce sont 4 bâtiments en tout et 4 bâtiments qui sont toujours utilisés. Donc, la Maison de la Culture, il y a toujours une saison culturelle. Le stade, il y a toujours des écoles, des clubs qui viennent l'utiliser. Il y a aussi une unité d'habitation qui est habitée. Il y a des gens qui l'utilisent au quotidien, mais sans forcément savoir son histoire, sa valeur, etc. Et donc, de ce consulting sont sortis effectivement des éléments qui étaient vraiment intéressants et au final, vraiment une idée importante justement sur le ressenti, comment l'architecture nous amène une sensibilité. Et au niveau du consulting, vous avez interrogé les clientèles. Et ensuite, quand vous avez basculé, vous avez dû faire des premières expérimentations. Est-ce que vous avez senti un basculement, une différence en fait dans la perception des lieux, entre les premières, ce que vous faisiez avant et ce que vous avez mis en place en fait? Alors, nous, en fait, le consulting, il faut savoir qu'il date de début 2020. Donc, ça va vous parler forcément. Donc, alors, on avait déjà eu des idées. En fait, on l'avait ressenti notamment, c'était un peu partie des scolaires parce qu'au début, on avait quand même beaucoup, c'était quasiment 50, voire 60% en termes de groupe de scolaires. Et on se disait, bon, on veut vraiment qu'ils viennent sur place et qu'ils puissent vivre cette architecture. Là, on est vraiment sur une forme artistique, contrairement à un tableau, une photo ou même une sculpture, là où vous êtes immergé dans l'œuvre. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, il y a aussi le fait que, par exemple, l'unité d'habitation, on visite un appartement, on visite une école. Donc, en fait, pour les scolaires, ça leur parle bien. Ce sont des espaces, en fait, dans lesquels ils peuvent complètement se projeter par rapport à leur maison, par rapport à leur école. Et donc, on voulait éviter les visites un petit peu, justement, conférencières, cours magistrales,
parce qu'on se disait, bon, ça, ils peuvent le faire à l'école avec des diapos, c'est pas l'idée. Nous, on veut vraiment qu'ils puissent participer, qu'ils regardent, qu'ils ressentent. Donc, on avait commencé d'abord par des visites, ce que nous, on appelle des visites animées, où on fait vraiment participer les enfants dans leurs ressentis, dans ce qu'ils voient, etc. Et au fur et à mesure, on a eu quelques idées. Alors, je peux parler notamment de celle que vous voyez ici en haut. C'est un site aussi qui est quand même assez clivant de par tout simplement l'image de Le Corbusier en lui-même. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais ceux qui connaissent au moins de nom savent que on aime, on n'aime pas, voire on déteste. Que ce soit d'ailleurs l'homme, l'artiste ou son œuvre, parce que c'est vrai que c'est voilà, c'est une architecture du béton. On en a surtout en France une image quand même très très austère, très brutaliste justement. Et donc en fait, nous on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est d'assumer totalement cette image-là, parce que on est un site où parfois on a des gens qui arrivent et qui nous disent, je vous préviens, j'aime pas Le Corbusier. Voilà. Ça ne doit pas arriver dans tous les sites ou dans tous les musées. Il y a certainement d'autres musées où ça arrive, où il y a des artistes un peu controversés comme ça. Mais voilà, ça c'est quelque chose que nous, on doit prendre en compte. Alors, des fois, il y a un cheminement intéressant et au final, les gens nous disent « Ah, quand même, il y a des choses intéressantes. » Ou justement, au niveau du ressenti, de la lumière, de la luminosité, de l'acoustique, etc. Et donc, en fait, on s'est dit, bon, on va assumer et on va faire une visite humoristique, enfin, entre guillemets humoristique. On va utiliser l'humour. Et en fait, on a créé une visite qui s'appelle « Moi, j'aime pas Le Corbusier ». Voilà. Qu'on a mis en place donc aux Journées nationales de l'architecture. Donc là, on était en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on voulait dire, écoutez, on sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas, on comprend qu'il y a des gens qui n'aiment pas. On va aller là-dedans, on va vous expliquer effectivement ce qui ne plaît pas chez Le Corbusier. Et puis aussi, tout simplement, le fait que l'architecture, c'est un art qui n'appartient pas qu'à son artiste, parce qu'en fait, on va l'utiliser, on va voir les faiblesses, on va voir les problèmes, on va voir les fuites d'eau, on va voir, etc., etc. Donc, voilà, on a créé cette visite-là qui a super bien marché et qu'on a d'ailleurs reconduit chaque année aux Journées nationales de l'architecture. Et à chaque fois, on a beaucoup de succès. Les gens jouent le jeu. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, mais vraiment, ils ont beaucoup aimé. Donc, on s'est dit, bon, voilà, là, il y a une idée à creuser. Et puis, dans les initiatives aussi, donc avant Consulting, on avait déjà commencé à faire des visites chantées, puisqu'on a la chance d'avoir une chorale ici, qui s'appelait Cœur Ondaine et qui a créé le Festivocal. Donc, c'est un festival de chorale, en fait, et qui adore l'église Saint-Pierre parce qu'elle a vraiment une acoustique très particulière. Et donc, on avait commencé à proposer des visites chantées pour que justement les gens se rendent compte de l'acoustique, des volumes, etc. Et ça aussi, ça avait plutôt bien fonctionné. Donc, voilà, il y avait quelques pistes comme ça. Après, on avait testé les visites nocturnes. Là, on avait eu moins de succès. Faut savoir que Firminy, donc le lieu où on se trouve, c'est pas une région pour le moment encore très touristique, c'est plutôt une région de passage. Donc en fait, voilà, les gens ne viennent pas passer plusieurs nuits. Donc la visite nocturne, forcément, elle est un peu compliquée parce que si vous la proposez surtout en été à 22h, 21h, 22h, en fait les gens sont déjà partis quoi, pour leur location, etc. Donc on est allé un peu au test-erreur comme ça pendant quelques temps. Et puis, voilà, en voyant ce qui plaisait en fonction de nos cibles, on a gardé quelques idées et on va donc les développer. Merci Anne. Justement, il y a une question sur l'agence de consulting. Est-ce que c'était une agence spécialisée que vous avez, à qui vous avez fait appel? Et la personne, Aurélie, demande est-ce qu'on peut savoir laquelle en fait? Alors oui, c'est pas tout à fait ma spécialité parce qu'il faut savoir que c'était quand même plutôt du consulting de communication à l'origine. Donc ça a été géré plutôt par ma responsable de communication. Si je dis pas de bêtises, donc il y avait l'agence MMAP et l'agence Sense qui ont travaillé là-dessus.
Donc, sachant qu'au départ, en fait, vraiment, c'était un regroupement voilà, d'architectes, de graphistes. Il y avait plusieurs profils différents qui ont donc justement fait des interviews. Et puis, en fonction de ces interviews, et surtout d'une manière plus générale, parce que le site, de manière plus générale, va essayer de se développer comme un site touristique. Parce que comme on a des bâtiments qui n'étaient pas faits pour, il nous manque certains équipements, etc. Donc, on a aussi eu tout simplement des architectes, des urbanistes qui ont réfléchi à tout ça. Et il y a des développements qui vont se faire par la suite. Mais voilà, pour le graphisme et la communication, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était Sense. Merci beaucoup, Anne. Autre petite question, et c'est vous qui allez y répondre. Bonjour, allez-vous parler des attentes des différentes cibles clientèles à l'ère 2.0.2.2 ? Et bien, c'est ce qu'on vous propose en fait d'aborder avec une petite question, mais c'est vous qui allez y répondre en fait. Puisqu'on vous laisse répondre dans le chat et nous dire si vous avez noté des évolutions dans les attentes et les comportements de vos visiteurs face aux visites guidées. Ça aurait été trop facile qu'on vous donne les réponses, en fait. Donc, on vous fait un petit peu de travail. C'est ça. Et je pense que c'est intéressant de poser la même question à nos deux intervenantes. Tu disais, Anne, qu'avec la labellisation du site UNESCO, vous avez vu arriver un nouveau public qui n'était pas forcément averti par rapport à cette architecture très contemporaine. Et puis Dominique, tu disais, toi, c'est les locaux. En tout cas, vous aviez cet objectif d'aller toucher plus les locaux. Est-ce que par rapport à ces publics que vous aviez peut-être pas l'habitude de toucher auparavant, est-ce que vous avez vu des vraies différences par rapport à votre public assez fidèle, des différences dans les attentes par rapport à ces visites guidées ou dans les comportements de visite? Peut-être Dominique? Et puis on vous laisse bien sûr on vous laisse bien sûr répondre pour les participants dans le chat, et puis on prendra un temps aussi pour relever toutes vos réponses. Comme je le disais tout à l'heure, on a un environnement ou une habitude très traditionnelle finalement. Donc, nos locaux, nos résidents, je pense qu'ils n'avaient aucune idée du patrimoine dans lequel ils vivaient. Ce sont des petits villages de campagne, ce sont des bastides, ce sont des cités de caractère. Et c'était leur amener, leur donner du plaisir à visiter, à redécouvrir leur lieu de vie. Ça, c'était un premier travail. On s'était dit que c'était les meilleurs ambassadeurs pour porter ces nouveautés que l'on avait envie de développer. Et ensuite, c'était d'offrir à nos visiteurs un regard complètement différent sur la campagne ou l'image qu'ils se faisaient de la campagne. Nous avons un territoire qui est très vert et ces 3 dernières années, on peut dire que la campagne a représenté une véritable attraction pour des personnes qui habituellement seraient plutôt allées du côté de l'océan ou à l'étranger. Et là, ils se sont retournés vers l'intérieur des terres et ils sont partis à la découverte de régions. Et c'était leur rendre ce regard, leur apporter un regard complètement différent de ce qu'ils pouvaient avoir sur la campagne déjà. On n'a pas effectivement, comme tu disais, Anne, des sites aussi importants ou aussi parlants. Et nous, c'est une infinité de petits points, de petites églises, de cités. Et c'était faire découvrir cette diversité. C'était ça qui était important. Et c'était aussi un handicap parce que cela faisait beaucoup de choses. Donc, les attentes et les comportements, les locaux ont eu un retour très positif, à savoir que venaient nous voir en disant mais c'est vrai que non, je n'avais pas vu ça, ou non, j'avais pas imaginé que l'histoire de mon village c'était ça, ou comme tel était passé par là, ou que donc on avait cette reconnaissance par eux-mêmes de leur lieu de vie. Et par rapport aux visiteurs, c'était de la curiosité dans un premier temps. Et puis,
une envie de comprendre effectivement comment on pouvait vivre à la campagne, mais quelle était la richesse de notre environnement et comment on pouvait le mettre en avant et comment on leur présentait et comment on leur faisait aimer finalement la région dans laquelle on vivait nous-mêmes. Alors, pour justement faire une petite parenthèse, je ne fais pas partie des décisionnaires de ma structure, donc il est évident qu'il me manque sans doute des informations plus pratiques au sujet de cet environnement et de ces décisions-là. Je ne peux vous parler, moi, qu'en tant qu'intermédiaire, en tant que médium, de la mise en place de nos visites théâtralisées, par exemple. Ok, je vois dans le chat qu'il y en a beaucoup qui ont, en tout cas, ce public-là d'aller toucher les locaux, la population locale, les résidents secondaires, pour leur faire découvrir finalement ce qui, leur environnement, en fait, peut-être sous un autre format, sous des anecdotes. Ouais, tu vois, Laure, il y a énormément de matière et c'est super intéressant de voir. Ouais, je me suis amusée juste à relever un petit peu les mots en fait qui apparaissaient. Alors, je peux pas tout relever parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière, mais il y a de l'amusement, du vivant, du moins scolaire. Alors, c'est marrant parce qu'il y a aussi du plus pointu et du moins pointu. Donc là, ça s'oppose, mais je pense que c'est peut-être dû aussi à ses propres lieux en fait. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui amènent à avoir du technique et du pointu, donc on va avoir des clientèles plus pointues elles aussi, qui vont aller chercher encore plus. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment très très, c'est marrant cette opposition. Il y a aussi une baisse, j'ai noté une baisse des fréquentations de visites guidées classiques, des visites zapping aussi, on touche un peu à tout. D'avoir des détails aussi, des anecdotes, parce que grâce à Internet, on a beaucoup de choses sur les lieux qu'on va visiter aujourd'hui, et c'est d'avoir plus de petits détails, de petites, il y a quelqu'un qui met aussi des attraits pour les lieux exclusifs, donc vraiment d'avoir, d'être presque, d'avoir des primeurs en fait quand on visite, et ça va très bien aussi avec la notion d'expérience finalement, ce qu'on disait au début en fait, dans le propos introductif, c'est que on vient chercher autre chose, on vient chercher quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on redécouvre, comme le disait Dominique, sur son territoire, parce que des fois, le lieu où on vit, on ne sait pas en fait, on ne sait pas parce que c'est notre lieu de vie et qu'on n'a pas cherché à savoir en fait. Donc voilà, le convivial, le participatif, c'est les mots qui reviennent le plus en fait, que j'ai pu noter rapidement, voilà. C'est ça, l'immersif et puis et du coup, ça fait une belle transition pour que Anne, tu puisses nous expliquer vraiment en détail quel a été ce basculement et ce positionnement que vous avez mené au niveau du Corbusier, au niveau de cette notion de sensoriel et d'expérience immersive, parce que du coup, ça correspond complètement à vous, vos objectifs et à ce que vous ressentiez aussi les attentes de ce public qui n'était pas forcément expert de l'architecture et qui, comme tu me disais quand on préparait ce websem, la visite classique traditionnelle sur l'architecture, le public, ce public plus familial n'était pas forcément adepte de ces visites. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ce positionnement et quelles ont été les étapes pour construire votre nouvelle offre de visite guidée? Oui, je spoil rien. Alors, ce qui est ressorti finalement de l'identité du site, donc suite au consulting, c'est cette idée de géant sensible. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve effectivement ici, donc nous, comme je le disais, on a 4 bâtiments de Le Corbusier, tout en béton. Et en fait, ce qui ressort le plus, c'est que ce sont des bâtiments qui font un peu peur de l'extérieur, qui sont assez imposants, où on retrouve ce béton brut. Et l'idée, en fait, que se font les gens au premier abord, c'est ce côté assez austère, assez gris, qui donne pas forcément très envie. Et ensuite, on se rend compte très rapidement, quand il rentre à l'intérieur des bâtiments, qu'il voit
la lumière naturelle, qui voient les couleurs qui sont plutôt à l'intérieur en réalité, qui ressentent l'acoustique, qui ressentent aussi justement, on parlait beaucoup d'humains, bah, effectivement, ce sont des bâtiments qui vivent en dehors de la visite. Voilà, il y a des gens qui viennent voir des spectacles, il y a des gens qui habitent là, qui vont à leur appartement ou qui viennent chercher leur courrier à la boîte aux lettres. Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe pendant les visites de ces bâtiments. On voit régulièrement des gens qui nous disent « je ne m'attendais pas du tout à ça à l'intérieur ». Donc, le côté au secours devant le bâtiment et en fait, à l'intérieur, ils se sentent bien, ils sont bien et voilà. Et donc, en fait, voilà, c'est cette idée qui est ressortie. C'est à la fois le géant qui fait un peu peur, qui est impressionnant et en même temps, à l'intérieur, plein de sensibilité et qui fait effectivement appel à quasiment tous les sens puisqu'il y a cette lumière, cette acoustique, le toucher, etc., etc. Donc, voilà, nous, on est parti vraiment de cette idée-là. Alors, nous, ce qui est un peu particulier, et je pense que c'est certainement très lié, ce serait intéressant de voir s'il y a des personnes qui sont aussi dans du patrimoine 20e, parce que le patrimoine 20e, encore une fois, c'est un patrimoine qui est assez complexe, là, c'est pas un château fort, c'est pas une cathédrale, et c'est même pas simplement juste un musée. Nous, on n'a pas d'objets ou d'œuvres d'art à venir voir. C'est vraiment le bâtiment qui est l'œuvre à voir, à visiter. Et donc, en fait, nous, on a beaucoup plus de plus en plus de demandes de visites guidées au final. Et surtout la visite classique, elle marche quand même de mieux en mieux. On se rend compte qu'on est presque à 50% maintenant des visiteurs individuels qui demandent la visite guidée. Alors, ça s'explique en partie parce que l'unité d'habitation, on ne peut la faire qu'en visite guidée pour des raisons de jauge, de sécurité, etc. Mais ce qu'on a vu aussi, et certainement grâce à l'UNESCO, c'est le fait que de plus en plus, les gens viennent passer la journée sur notre site. Donc avant, on passait 1 heure, vite fait comme ça, comme je le disais, de passage sur la route des vacances, etc. Et là, nous, on a mis en place donc un produit de visite où en fait, on fait une partie du site le matin et une partie du site l'après-midi. Et donc, les gens vraiment, de plus en plus, prennent ce produit-là et passent la journée sur le site. Après, donc, nous, on est vraiment dans une phase encore de réflexion parce qu'en fait, déjà en 2019, on réfléchissait aux visites tactiles, vraiment de faire en sorte que les gens soient actifs pendant la visite. Et puis, ben voilà, 2020 est arrivé et là, on s'est dit que le tactile, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc, on a dû revoir notre idée. Voilà, comme beaucoup de sites, on est parti sur le numérique, les visites virtuelles, etc. Et ça a été une piste intéressante aussi, notamment pour toucher des visiteurs à l'étranger. Parce que nous, on a cette chance que Le Corbusier, c'est un architecte qui est connu partout dans le monde. Et donc, on a quand même 20% à peu près de visiteurs étrangers. Donc là, on a encore pu plus développer ça, même s'ils ne venaient pas sur site, malheureusement, mais au moins par le virtuel. Et donc, en fait, maintenant, notre envie, et ça d'ailleurs, ça fait partie des cibles qui ont été pistées dans le consulting, c'est d'aller chercher justement, on en parlait, les locaux en fait, parce que ce sont les premiers à ne pas forcément savoir que ça se visite, à ne pas forcément savoir que c'est connu dans le monde entier. Donc les habitants de Firminy et autour. Et donc là, on propose voilà, des visites un peu plus exclusives justement pour eux, des visites gratuites, des visites où on va traiter seulement une partie du site de manière plus convivial. Et je voyais tout à l'heure, on disait manger à la fin des visites. Ben oui, ben totalement. Nous, on a proposé ça. On propose des apéros, des visites apéros qui sont réservées aux habitants. Et donc, on va traiter d'un sujet, on leur fait la visite et puis ensuite, on mange avec eux, on passe un moment convivial. Et voilà, donc dans l'idée, c'est vraiment dans la communication de manière générale et dans nos visites qu'on va donc commencer à mettre en place là maintenant, puisque la situation sanitaire a l'air
d'aller un peu mieux, eh bien, on va commencer vraiment à proposer des visites. Donc, on va enfin proposer notre visite sensorielle. On était parti au départ sur le tactile. Ça s'est avéré une bonne piste puisque c'est le positionnement qui a été choisi. On va faire des visites sur les 5 sens en réalité. Donc là, vous voyez une photo où en fait, on va vraiment partir des matériaux. Donc, tous les matériaux qui existent, parce qu'on voit beaucoup le béton, mais en fait, il y a une multitude de matériaux. Donc, on va partir sur le tactile, on va partir aussi sur l'acoustique, le son, donc faire ressentir un volume par le son. On va aussi proposer du dessin, donc pour vraiment capter des détails. Nous, ça nous semblait intéressant aussi de montrer en fait des cadrages, des perspectives à l'intérieur de l'architecture. Et ça, autant les visiteurs avertis connaissent bien les lignes, etc., autant pour un grand public, c'est vraiment intéressant de voir ça et de voir comment eux-mêmes ils cadrent certains bâtiments. Et puis pareil, avec un moment convivial à la fin, on va manger ensemble. Et donc là, en fait, ce qu'on va proposer justement pour pouvoir plutôt toucher les locaux, c'est qu'on va le proposer en fait dans les dimanches en hiver, qui est plutôt une période un peu basse pour nous. Donc on s'est dit, on va proposer des dimanches conviviaux, des après-midi sympathiques. Et là, ça va vraiment, on espère en tout cas, toucher plutôt les familles, les groupes d'amis qui ont envie de passer un bon moment. Il n'y aura pas un contenu énorme. Je voyais aussi que voilà, il y avait certaines personnes qui disaient qu'ils ne veulent pas forcément des dates de l'histoire. C'est vrai, nous, on s'est rendu compte que en fait, dans ce ressenti, on n'est pas obligé de mettre énormément de dates, etc. On répondra aux questions s'il y en a, mais on va d'abord passer par ce ressenti et des visiteurs, comment eux le ressentent. On a aussi proposé, et ça a commencé, des visites comptées. Alors, on a eu la grande chance que donc nos médiatrices suivent une formation auprès d'une conteuse professionnelle qui habite pas très loin de chez nous. Et donc, elle leur a appris les techniques du conte, comment créer l'histoire, comment créer le conte, comment le faire vivre, vraiment l'incarner. Donc pareil, pas forcément beaucoup de contenu historique. Il y a même parfois où on part complètement dans le fictionnel et c'est pas grave du tout. Au contraire, c'est amusant. Et donc là, vous voyez ma collègue sur une des photos qui raconte donc le petit Corbusier qui voulait se construire une cabane. Donc voilà, l'idée c'est que le Corbusier va voyager un peu partout, découvrir les cabanes qui se construisent un peu partout et puis lui-même construire ses propres cabanes pour les gens, etc. Donc ça, c'est une visite, un événement qui a vraiment beaucoup marché et on était super contents parce qu'on l'a proposé justement pour une fête du livre. Donc c'était uniquement des gens de Firminy ou autour, que des locaux. Et vraiment, on a touché un public qui, clairement, jusque-là, n'était même jamais rentré dans le bâtiment. Donc ça, c'était vraiment très, très sympa. Est-ce que tu veux que je partage la vidéo ? Alors oui, avec plaisir. Même sans le son, hein, ça ira très bien. Ouais. Pour vous expliquer, donc en fait, ça, c'est un teasing de présentation, justement, de l'exposition. Donc, dans cette idée de nouveau positionnement, nous, là, vous voyez une des photos, c'est la partie basse de l'église Saint-Pierre, qui est en fait un espace d'exposition temporaire. Donc, chaque année, on propose depuis bien longtemps des expositions temporaires. Vous voyez la vidéo là. Voilà. Et donc, en fait, là, en ce moment, on a une exposition donc, de micro-architecture. Et encore une fois, on voulait vraiment que les gens puissent expérimenter. Donc, que ce ne soit pas simplement des photos ou des maquettes, mais que, voilà, vous voyez, on peut vraiment s'asseoir sur les chaises, rentrer dans les cabanes, voilà, utiliser le matériel qui est là. Ça, c'est vraiment un positionnement qu'on va essayer de tenir sur la longueur, qu'en fait, les expositions soient vraiment faites pour le lieu, et que les gens puissent vraiment s'investir dans la visite, que ce ne soit pas simplement à regarder, mais que ce soit vraiment à tester, à expérimenter. Donc là, c'était sur la micro-architecture inspirée du cabanon de Le Corbusier. C'est une visite d'une exposition dont on est très content parce que voilà, elle a commencé en avril. Donc, on a eu tout l'été et les gens vraiment ont passé du temps, ont passé un bon moment. Il y a à la fois
du contenu pour réfléchir sur voilà, l'architecture d'aujourd'hui, l'impact sur son environnement, etc., l'impact de l'architecture de loisirs. Donc, si on a un public averti, des architectes, des urbanistes, etc., il y a du contenu, mais si on n'a pas envie de lire les panneaux, si on n'a pas envie de s'embêter avec tout ça, eh ben, il y a quand même quelque chose de très sympa d'aller regarder la cabane et on se projette assez facilement parce qu'on a tous fait des cabanes dans son jardin ou dans sa chambre. Voilà. Donc, ça marche très, très bien. On est très contents. Et donc là, on est justement en train de lancer un appel à projet pour l'exposition de l'année prochaine qui sera autour du sport dans la ville de demain. Et pareil, dans l'appel à candidature, c'est très, très clairement indiqué qu'on souhaite donc qu'il y ait des choses que les gens puissent tester et expérimenter. Ok. Donc, Voilà. ouais, une vraie logique sur ce fil rouge du sensoriel et du toucher, de l'actif en tout cas, et faire appel aux 5 sens. Merci Anne. Je me tourne vers toi Dominique, puisque vous avez aussi voulu faire évoluer vos visites et vous avez fait le choix sur les visites théâtralisées. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment vous avez construit ça? Quelles compétences vous avez dû mobiliser pour transformer vos visites vers du théâtralisé? Alors, simplement, je reprends, c'était de rendre notre territoire attractif et ne pas être donneur de leçons. C'était important de ne pas faire une visite professorale ou quelque chose de très, très classique. Donc, on voulait un peu exploser le regard qu'on pouvait avoir sur le patrimoine. Et on a donc suivi des formations et avec mes collègues, ça nous a demandé énormément de travail en amont, puisqu'au départ, nous sommes juste que des guides, nous ne sommes pas comédiens, nous n'avons pas de compétences théâtrales particulières. C'est donc, on a tout appris et ça a été un phénoménal booster dans notre envie de travailler et de faire visiter notre territoire. Nous avons donc travaillé tout ce qui était, le but c'était de toucher les gens. C'était de leur donner envie de visiter et que nos personnages leur paraissent des personnages avec qui ils pouvaient échanger, c'est-à-dire partager. Juste pour un exemple peut-être, c'est lorsqu'un visiteur interpelle un personnage en lui demandant « Oui, mais vous, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer en fonction d'un point d'histoire particulier? Comment vous allez le vivre? Comment vous allez vous protéger ?» Et là, on sait qu'on a amené avec nous le visiteur dans notre rêve, dans notre monde, dans notre histoire, et on leur a fait découvrir une région et des habitants qui vivaient il y a 100 ans, 200 ans, 400 ans, 600 ans, et ils commencent à avoir une idée de la vie de cette région-là. Et ça leur ouvre des mondes auxquels ils n'avaient même pas pensé. Et ce qui nous avait surpris, c'était effectivement cette réaction d'intérêt à travers nos personnages, ce fameux médium dont je parlais tout à l'heure. Ils n'avaient pas vu l'église comme ça, ils n'avaient pas vu le prieuré comme ça. Il y avait des moines qui vivaient, il y avait des paysans qui souffraient ou qui ne mangeaient pas à leur faim. Et toutes ces choses-là, finalement, leur a fait toucher du doigt l'histoire de leur pays, l'histoire de leur région. Et ça, c'était génial, vraiment. Ensuite, c'était amener justement à la découverte des bâtiments. La plupart des personnes n'ont pas les connaissances, ou ils pensent qu'ils n'ont pas les connaissances pour découvrir ou comprendre une église, un château, un lieu particulier. Ils ont l'impression que ils ne savent pas. Et quand on leur dit simplement à quoi ça correspond, comment y vivaient les gens et à quoi ça servait, ils rentrent à l'intérieur et disent « Ah oui, mais j'imaginais pas ça comme ça. » Mais oui, effectivement. Et ils ont des questions. Et là, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, on a apporté quelque chose, on a enrichi. Nous, on s'est enrichi, mais eux se sont enrichis aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, n'a absolument pas de prix du tout. Ensuite, c'est s'adapter au public. On a des visites ou des personnages. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand on construit nos personnages, on crée une carte d'identité du personnage, c'est-à-dire de sa naissance à sa mort et quelles sont les étapes qu'il a traversées dans sa vie. Et on amène progressivement la personne à partager la vie de ce personnage depuis sa naissance. Et de ce fait, on peut s'adapter à des enfants,
on peut s'adapter à des jeunes adultes comme à des personnes plus âgées. Et ça, c'est cette richesse à travers nos personnages qui nous plaît énormément dans cette transmission que l'on peut avoir vis-à-vis de nos visiteurs. Du coup, chaque visite, en fait, de ce que je comprends, elle est vraiment unique puisque, vous vous adaptez, en tout cas les anecdotes et la manière aussi, que le personnage, en tout cas que vous incarniez les personnages, c'est vraiment adapté au profil que vous avez en face. Absolument, et ça demande un énorme travail. Alors, on a vraiment travaillé, beaucoup en visio ces dernières années, on sait pourquoi, mais on a construit nos personnages les uns en fonction des autres, de façon à pouvoir échanger. Parce que les visites sont individuelles dans le cadre de la période estivale, par exemple, ou dans le cadre de réservations sur l'année par des groupes, et le produit phare pour nous, ce sont les visites théâtralisées nocturnes. Parce que là, il y a un peu la magie de la nuit, il y a la magie des lumières d'appoint, il y a la magie de découverte qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on voit dans la journée. Donc, il y a des regards différents. Et cette magie que l'on arrive à amener, c'est quelque chose qui se travaille entre nous. Nous sommes entre 4 et 5 guides à travailler sur l'année de cette façon-là. Et nos visites nocturnes sont surtout faites avec l'ensemble des guides. Ce qui fait qu'on a vraiment une interaction et un dynamisme et une vitalité à 4-5 que l'on n'a pas quand on est tout seul face à un groupe. C'est complètement différent, effectivement. Le contenu et la présentation est complètement différente. Mais on joue beaucoup là-dessus. Et nos visites théâtralisées nocturnes plaisent et sont fréquentées de façon aussi bien, j'allais dire presque plus par les locaux, qui ont un regard du coup différent sur leur environnement, que sur les touristes qui souvent sont là, j'allais dire presque parfois par hasard, parce qu'ils ont vu la lumière et ils sont entrés. C'est vraiment très, très basique comme image, mais ils rentrent dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est bien. Et le fait ça se parle. Pardon, ça se parle, ça se dit, ça se raconte. Et nos personnages finissent par être très porteurs de l'histoire, de l'image du territoire. Et ça a fait des petits, puisque tous nos collègues aux environs ont également développé ces visites théâtralisées parce que ça apporte quelque chose de différent et un plus. Mais il n'y a pas que ça. On a toutes les autres dont on a parlé tout à l'heure, d'autres visites avec les chasses au trésor, avec le Terraventura, avec les Cluedo. Enfin voilà, on a vraiment diversifié également tous nos types de visites. Et tu disais tout à l'heure que vous étiez guide, vous n'aviez pas forcément des compétences de conteur, de comédien. Du coup, comment vous avez réussi à remédier à ça? Est-ce que vous êtes formé, l'équipe des guides? Est-ce que vous avez fait appel à une agence qui vous a accompagné pour créer aussi ces visites et vous former? Alors, nous, on a participé à une formation qu'avait proposée la MOPA en 2016-2017 D'accord, oui, sur c'est la ça que tu disais thématique au début. visite guidée. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça, c'est dont j'ai parlé au début. Et ensuite, nous sommes allés à Édimbourg, nous avons regardé d'autres groupes d'autres types de visites, qu'est-ce qu'on pouvait proposer, et notamment on a découvert des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et ça nous a enrichis. Et nous avons, par exemple, dernièrement, retravaillé avec Thomas Volatier, qui est donc un metteur en scène, comédien, formateur, qui est guide également, et qui nous a donné les tuyaux, qui nous a donné la façon de parler, se positionner, l'écriture de nos textes. Parce que souvent, quand on écrit, on a un langage écrit qui est très différent du langage parlé. Donc, c'est apprendre à transformer l'écriture en langage. C'est également repérer tout de suite les endroits qui vont être le cadre idéal pour telle situation de notre histoire. Donc, tous ces apprentissages, on les a eus au fur et à mesure des années par cet apport, grâce à Thomas notamment. Et ensuite, il s'agit de notre travail personnel où on s'est enrichi, nous aussi, de nos compétences différentes, de nos forces et de nos faiblesses. Ce qui fait qu'on est toujours on apprend toujours. Je crois qu'on apprend toujours. OK. Merci pour ce retour. Hop.
Je regarde. On est bon sur le timing, parfait. Du coup, vous avez donc mis en place, toutes les 2 ces visites. Alors, Anne, tu disais tout à l'heure que vous êtes, un peu, encore dans une phase de test. Est-ce que pour autant vous avez, vous voyez voilà un retour, déjà un feedback de vos visiteurs? Est-ce que vous sentez que, voilà c'est un positionnement, en tout cas un nouveau produit qui correspond à leurs attentes? Anne, Oui, alors effectivement, nous, pour les visites, on a testé quelques petites choses, mais c'est vraiment à partir de cet hiver qu'on va vraiment installer tout ça. Moi, je peux en parler par rapport à l'exposition. C'est pour ça que j'avais mis la petite vidéo parce qu'elle est totalement dans cette idée du nouveau positionnement et que effectivement, on a des très très bons retours des visiteurs. On a intégré un espace d'atelier aussi où on permet aux gens à la fin, on propose même aux gens de faire des dessins, de proposer leur propre cabane. Donc encore une fois, dans l'idée aussi de les rendre actifs dans la visite. Et ça marche super bien. On voit les gens passent du temps, que ce soit adultes ou enfants d'ailleurs. C'est assez amusant. Des fois, on a des groupes d'amis qui se mettent à dessiner et on a des très très belles choses qui en ressortent d'ailleurs. Mais oui, clairement, on a eu du public qui était très, 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 très content de ce type d'exposition et on est très content de ces retours-là. Et pour les contes dont je parlais, pareil, lors de la fête du livre, on a vraiment eu beaucoup de retours positifs et on les propose d'ailleurs maintenant tous les Noëls aussi. On propose un petit moment comme ça, un peu cosy, un peu chaleureux, où on se pose et on lit des livres sur l'architecture ou on écoute des contes. Et là aussi, on a eu des très très bons retours des familles. Laure, je te laisse la main pour une question, en tout cas, qu'on va vous poser et puis on arrivera sur la fin doucement de ce live. Donc, on va vous donner la parole à vous, les participants qui êtes derrière votre écran. Ouais, merci, merci Samantha. En fait, on aimerait que dans le chat, vous nous partagiez la visite qui vous a finalement, la meilleure visite que vous avez vécue, en fait. Quelle est-elle? Et parce que, pourquoi? Quels étaient les ingrédients qui ont fait que c'était pour vous la meilleure visite? Voilà, donc on vous laisse 2-3 petites minutes là pour frénétiquement taper sur votre clavier et tout nous raconter. Et puis on regardera un petit peu ça après pour voir un petit peu les ingrédients de votre meilleure visite. Voilà. On vous laisse répondre. Et ça se passe dans le chat. Je vois que ça commence à taper. Ah, on vous fait travailler juste avant la pause déjeuner. Ça tape, ça tape. N'hésitez pas à nous décrire la meilleure visite de votre vie. Alors, ça commence, tu sais, dérouler un petit peu peut-être au fur et à mesure. Visite du groupe de Padirac, petit groupe guide au top et surtout une ambiance particulière. Ok. Visite en compagnie d'un acteur infiltré parmi les visiteurs. Ah oui, donc là, on est sur de l'immersif, de cette réalisation très poussée. Visite insolite avec un regard décalé sur des objets, œuvres de musée avec un conteur et un musicien. Super. Visite nocturne, théâtralisée, car il y avait de l'histoire, de l'humour, de la convivialité. C'était il y a 13 ans sur la commune de Sommières dans le Gard. Très bien. En immersion dans les galeries des anciennes mines de fer avec les anciens guides qui partagent leurs émotions et leur savoir.
Ah, une visite de coquine de lion avec Cybèle, parce que l'approche était différente et la guide rendait le récit vivant et proposait, c'est dur à lire parce que ça avance, des immersions dans le temps. Beaucoup d'humour aussi. C'est bien. Voilà, l'humour, l'insolite et la visite de famille, car les enfants jouent et s'amusent vraiment en découvrant le site. Visite d'appartement témoin, car on est au cœur d'un vrai appartement meublé et on comprend les intentions. D'accord. Visite avec des ados qui n'étaient à la base pas motivés. Ok, une fois le cadre donné et décomplexé, on a rigolé toute la journée. Super. Qu'est-ce qui a fait, Julie, Marie-Julie, peut-être que ça a rigolé, que ça a marché en fait avec les ados? Si vous pouvez nous préciser, ça serait top. Une visite de Saint-Sébastien avec un super groupe. Ok. La meilleure visite c'est la visite d'un cimetière. Ok. Visite particulier. Enfin, lieu particulier. Ok. Et une visite décalée avec un guide et sa fan habillée en clown. Donc là aussi, on est sur du théâtralisation et qui pousse un petit peu, qui casse un peu les codes qu'on a l'habitude de voir dans les visites plus classiques. Et une visite comptée d'un château en compagnie de la famille directement. Ouais. Décomplexé. Expliquer que je n'étais pas là pour les points scolaires. Ok. Et utilisation de l'humour. Ok. Donc, c'était vraiment pour expliquer que c'était pas pour faire de l'école, quoi. Donc, ça a décomplexé. Visite de Montpellier à la découverte des lieux cachés du commun des mortels. Super. Donc là, on est dans l'exclusif, comme on l'a vu dans la première question. Au Musée de l'Homme à Paris, j'ai suivi par curiosité le parcours de visite libre pour les personnes non-voyantes. Ok. Des bustes à toucher de personnes de différentes époques, ethnies, qui nous racontent leurs histoires. Ok. Donc là, on était plutôt dans le sensoriel avec le parcours de visite des personnes non-voyantes. Les meilleures visites de village que j'ai vécues, ce sont ce qu'on a vécu en famille, en autonomie, grâce au sac aventure-jeu dans le Jura. D'accord. Ouais, donc là, on est en autonomie. Ok. Visite de la grotte de la Balme pour Halloween avec beaucoup de personnages différents. Très familial, ok. Connaissez-vous Yves Anossé faisant des formations pour des visites insolites? Non. Tu connais? Non. Mais on a des très bons formateurs aussi qui vous forment et on en parlera juste à la fin. Voilà les outils et les formations qui peuvent être à votre disposition aussi pour enclencher voilà, ces changements dans vos visites et aussi dans vos postures de guide. Super, la expérience comme participante, une visite théâtre à Londres sur les pas de Jack l'Éventreur. Ok. Bonbon façade. Face à une façade, je choisis un bonbon parmi ceux proposés par le guide. Expliquez pourquoi on a choisi celui-là, la forme, la couleur et pourquoi nous rappelle-t-il cette façade. Super, très intéressant. Visite comptée d'un site naturel et culturel. Ouais, j'arrive plus à lire. Ouais, je pense qu'on a pas mal de matière et puis de toute façon, toute cette matière, c'est intéressant aussi pour vous parce que du coup, voilà, ça a aussi un partage d'expérience qui va au-delà de nos 2 intervenantes et je pense que c'est aussi l'idée, vraiment, c'est l'objectif de ce Chronique de Pro, c'est qu'il y ait un partage vraiment des bonnes idées, des bonnes astuces et puis aussi de se dire: «Est-ce que dans toutes ces idées de visite, toutes ces formes de visite, est-ce qu'il y a aussi un socle commun, en tout cas des ingrédients qui font que ça prend ou non. Et du coup, Laure, je pense que je te laisse conclure là-dessus, sur cette question. Voilà, au regard de tout ça, de ce qu'on a entendu, est-ce qu'il y a, on peut se dire, voilà, il y a des ingrédients qui peuvent aider à réussir ces visites, ces Ouais, transformations de vie? je pense que très clairement, ce qui ressort quand même, c'est le premier, c'est l'adaptation au public. Dominique l'a dit tout à l'heure. Anne aussi. S'adapter au public que l'on a en face de soi. Je trouve génial l'idée d'avoir cette fiche là personnage pour pouvoir s'adapter à chaque public en fait de chaque âge et pouvoir répondre en fait à quelque chose de qui
crée en fait un environnement, peu importe l'âge qu'on a. Je trouve que c'est vraiment super. Je pense que voilà, il y a vraiment la préparation de la visite qui est essentielle, mais on est vraiment dans l'après en fait. On est dans l'après. Le principal ingrédient, c'est quand même de bien connaître son lieu ou son terrain de jeu, j'ai envie de dire, son public, et ensuite de pouvoir créer quelque chose alors soit de classique si le public est classique, on l'a vu, hein, des gens très pointus qui demandaient des choses, voilà, soit quelque chose d'immersif, soit quelque chose de sportif, voilà. Il y a vraiment, à mon sens, ça dépend du message qu'on veut faire passer, du public que l'on a en face. Et vraiment, je vous invite à vraiment vous poser la question, même si ce n'est pas par le biais d'une agence de communication ou par le biais d'une agence de consulting, à vraiment prendre le temps de se poser et de se dire, OK, ma visite classique, elle est telle qu'elle est. Peut-être qu'aujourd'hui, elle ne répond plus aux attentes des clientèles. On a vu les attentes aujourd'hui, mais peut-être qu'elle y répond encore. Et voilà, l'idée, on l'a dit au début, c'est pas de stigmatiser cette visite classique, c'est d'enrichir en fait l'offre et de pouvoir proposer une multitude en fait de produits, d'être adaptable en fait face à la clientèle que l'on peut recevoir sur son territoire. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Dominique, Anne ou Samantha, ou quelqu'un dans le chat d'ailleurs. On vous invite si vous voulez réagir à ces propos. Voilà, il n'y a pas de souci. On vous écoute. J'aurais juste envie de rajouter, mais là encore une fois, c'est rester très sensible et très, très empathique par rapport à la transmission. On n'est pas... il faut rester humble. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il faut savoir transmettre. Enfin, il faut apprendre à transmettre, ou il faut transmettre, mais de façon très humble, très, très, très simple. Il y a des publics qui ne supporteront pas parce qu'ils veulent des choses pointues, comme tu disais tout à l'heure. Parce que le bâtiment ou le lieu s'y prête, ils ont besoin de choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus profondes. Et puis, la majorité, ils ont juste envie de découvrir des choses qui vont avoir l'impression d'apprendre facilement ou de comprendre facilement. Et je crois que c'est ça qui est important, de l'humilité par rapport à ça, je crois. Merci Dominique. Il y a une petite question, comment ne pas tomber dans la mode du théâtralisé ou du conté? Est-ce que quelqu'un a la réponse? J'ai envie de dire que... Je pense que en fait, ça s'improvise pas, et dans toutes les formes de visite, le point vraiment important, c'est il faut bien penser, bien construire en amont son histoire, ses objectifs, son message, et puis se former aussi, parce que je pense qu'on passe pas d'une visite plus classique à une visite sensorielle, à une visite escape game théâtralisée, parce qu'en fait, le public, on le sait, il est de plus en plus averti, il est de plus en plus exigeant, et du coup, voilà, il le saura assez rapidement si finalement c'est un peu fait comme ça sur le coin de la table, et qu'il n'y a pas une vraie histoire, un vrai fil rouge. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important, et vous l'avez dit toutes les deux, hein, il y a cette notion aussi de se former. Parce que c'est des nouvelles compétences, c'est des nouvelles postures, parfois des nouveaux métiers, hein, donc je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est authentique, parce que et c'est pro, parce que derrière il y a eu un énorme travail, et puis c'est quelque chose qui s'améliore au quotidien, hein. Je pense que là vous avez ces visites-là, et puis dans quelques mois vous allez au regard des retours des visiteurs aussi peut-être faire évoluer certains passages de vos visites. Julie et Françoise corroborent ce que tu viens de dire, hein. Rien n'est une mode quand on le fait avec sincérité. C'est exactement ta réponse, en fait. Sincérité et professionnalisme. Donc voilà, c'est vraiment important de le préciser. Je vois dans le chat aussi
Ouais, dans le Oui. chat, il y a beaucoup de questions sur les formations que l'on peut proposer côté Mona ou côté Trajectoire Tourisme sur ces formations pour vous accompagner dans créer des visites sensorielles ou des visites décalées. Alors là, je vous ai mis les formations côté Trajectoire Tourisme et puis je pense que Laure, tu compléteras avec vos formations côté Mona. Mais voilà, on propose tout au long de l'année des formations qui sont à destination des guides, des médiateurs, qu'ils soient indépendants ou rattachés à un site de visite ou à un office. Donc voilà, vous avez les visites guidées, sortez des sentiers battus, créer et animer des visites et ateliers pour les personnes en situation de handicap, comment aussi les accueillir quand on travaille dans un musée ou un site, les musées à la reconquête du public familial. Et ça sera une des grosses nouveautés aussi l'année prochaine. Côté Trajectoire Tourisme, c'est une formation sur comment travailler la posture et la voix quand on est dans une visite plutôt théâtralisée. Alors nous, côté Mona, sur la fin d'année, nous n'avons pas de formation sur les guides puisqu'elles se sont déroulées sur le début d'année et nous aurons une formation sur les visites décalées et sensorielles qui se déroulera en mai 2023, qui sera disponible, voilà, et qui pourra vous accueillir. On est resté sur une seule formation sur l'année prochaine, mais on est toujours à temps comment dire, selon la demande, de présenter d'autres formations si le besoin s'en fait sentir. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi, je parle au guide Nouvelle-Aquitaine, si vous êtes là et que vous m'entendez, à faire des remontées de besoins. C'est hyper important pour nous, fédération, d'avoir ce regard et ce besoin. Voilà. Qui remonte. Je vois, il y a pas mal de questions. Alors, on essaie de les récupérer dans le chat, mais n'hésitez pas à poser les questions dans les questions. Une question de Justine. Peut-on associer à notre visite à la fois du sensoriel et de la théâtralisation? Est-ce que peut-être, Dominique, Anne, est-ce que vous avez fait cette expérience-là, cette expérimentation? Nous, en ce qui nous concerne, non, pour l'instant, on est vraiment parti que sur le sensoriel. Sur la partie de théâtralisation, on est en train d'y réfléchir puisqu'on est en train de créer un Cluedo, en fait, avec les habitants de l'unité d'habitation, parce que c'était vraiment important pour nous de faire un lien aussi, justement, avec ceux qui vivent les bâtiments tout au long de l'année. Et c'est une demande forte aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais c'est une demande forte aussi des visiteurs de découvrir les gens qui vivent le patrimoine, qui le connaissent, qui connaissent ses coulisses, qui l'ont vu construire, etc. Et donc, nous, on va proposer ça. Mais a priori, ce sera plutôt 2 produits différents. Alors, nous, on a un de nos collègues, Daniel, qui a intégré justement le sensoriel à la visite théâtralisée, notamment autour du vin, puisque, on habite une région où 80% des Bordeaux sont produits, donc le vin est incontournable dans nos visites la plupart du temps. Et il a donc fait toute une visite théâtralisée, mais autour avec un final dans une cave médiévale avec autour du vin et donc travailler, le toucher, le parfum, le goût, enfin voilà, il y avait toutes ces choses-là qu'il avait mis en place. Donc effectivement, c'est tout à fait possible. Ça marche. Une autre question que j'ai vue passer de Josiane, Sophie, est-ce qu'on pourra conserver le chat, puisqu'effectivement, il y a eu énormément de partages de bonnes pratiques, d'idées. Donc, si une fois à l'issue de ce live, vous allez, si vous restez dans la salle, vous allez avoir le replay qui va s'afficher dans les quelques minutes après. Et du coup, vous aurez normalement toujours accès au chat. Donc, je vous invite à faire des captures ou copier-coller. Et en tout cas, nous, on va écrire avec Laure un article où on va essayer de récupérer toutes ces ressources pour vous les partager en dur, en tout cas, qui sont accessibles sur nos sites internet. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je crois qu'on est bon. Et écoutez, si c'est bon pour vous, je pense qu'on peut clôturer ce live. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Vous avez été très actifs, donc c'est super. C'est vraiment en tout cas
notre souhait avec ces rendez-vous, que ce soit chronique, échange de prose et pro au sens large, que ce soit avec nos intervenants, mais aussi avec vous derrière vos écrans. Merci. On vous redonne le prochain live, c'est le 16 novembre, et on parlera de l'influence sur les comportements par le nudge, puisque c'est aussi un sujet hautement d'actualité quand on veut faire changer aussi les comportements de nos visiteurs et de nos publics sur nos sites. Merci, on vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Journée à vous aussi. Et le replay arrive très vite dans vos boîtes mail. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.